Parce que je suis obligée de mettre. Donc on va essayer quand même de débattre de ce sujet. Alors les questions qu'on va se poser aujourd'hui, donc la fabrication locale couvre-t-elle aujourd'hui toutes les demandes du marché à l'échelle nationale? Alors peut-elle satisfaire une demande aujourd'hui qui est très diversifiée et parfois spécifique? Quelles sont les matières aujourd'hui qui sont importées en Algérie? Pourquoi ne sont-elles pas produites localement? Quels sont les projets lancés par le gouvernement en pétrochimie et répondent-ils à la demande nationale? Quels sont les secteurs concernés par ces projets? Quels mécanismes financiers mettre en place afin d'encourager l'investissement dans le secteur industriel et manufacturier? Et d'une manière générale, quelle feuille de route le gouvernement va-t-il adopter afin de renforcer la production locale? Alors, moi je vais vous présenter juste 2 slides sur la sous-traitance. Alors ce sont des chiffres qui datent de 2017-2018, puisque ce sont des chiffres qui doivent être mis à jour par la suite, et ça on le fera très prochainement. Alors globalement aujourd'hui, dans l'ensemble des grands groupes d'activités, donc fabrication et transformation de l'acier et du métal, mécanique générale, fabrication de fonderie et aciérie, fabrication et transformation de la matière plastique, qui sont les 4 dominantes de l'industrie, on retrouve globalement autour de 5000 opérateurs, 4920 opérateurs exactement, dans le domaine de la sous-traitance. 4 grandes activités, 53% donc, qui vont vers la fabrication et la transformation de l'acier et du métal. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la plasturgie, donc la transformation plastique, donc le groupe 3 qui est le groupe 4. Voilà, en violet. Merci, je vais mettre les lunettes. 15%. Donc on a autour de 15% des opérateurs aujourd'hui en Algérie qui opèrent dans ce secteur. Ah oui, je crois que c'est peu par rapport. Alors c'est peu, mais je vais juste aller. Donc, alors juste un point intéressant, c'est qu'on a 65% de personnes morales. Donc, personnes physiques, en fait, ce sont des personnes qui s'immatriculent directement. Personne morale, c'est une société qui est créée. Alors c'est important parce que souvent on mélange les deux, mais en réalité la société, en général, elle a une assise financière qui est plus importante, une assise industrielle qui est plus importante. Donc 65% de personnes morales. Alors j'avance. J'ai fait une première déclinaison de chacun de ces groupes, donc avec une déclinaison donc personnes physiques et personnes morales, parce qu'encore une fois, comme vous le savez, pour pouvoir avoir une assise, donc il vaut mieux avoir une société, donc sous forme de SARL ou de SPA. Ce qu'on peut constater, et ce que je trouve intéressant, c'est que dans la fabrication et la transformation de la matière plastique, le 3/4 des sociétés sont des personnes morales. Donc les 3/4 des sociétés sont des sociétés solides, en réalité. Non pas que les personnes physiques ne le sont pas, mais ce sont des sociétés solides avec une réelle assise. Ce qui n'est pas vraiment le cas des sociétés qui sont dans la mécanique générale, par exemple. Que souvent en Algérie, on parle de mécanique, mais en réalité, la transformation plastique, elle est beaucoup plus conséquente que la mécanique. Et je vais finir par décliner en fait le groupe 4 par wilaya. Si on prend en fait la répartition des entreprises dans la transformation de la matière plastique par wilaya, sur les 312 entreprises, on a 46% de ces entreprises qui sont sur Alger et ses environs, et 26% sur Sétif et ses environs. Donc Sétif est clairement, alors je mets Sétif et ses environs, c'est-à-dire BBA, Sila, l'ALMA, donc j'ai mis dedans, globalement toutes les anciennes qui faisaient partie de la wilaya de Sétif, mais qui sont aujourd'hui wilaya à part. Donc on a aujourd'hui, en fait, Sétif est clairement le deuxième pôle industriel en matière de transformation plastique. Et je pense que ça veut aussi dire que quand on parle d'écosystème et quand il faut créer des filières, ça serait intéressant que la filière plasturgie soit positionnée sur la région de Sétif. Ce
qui est déjà un peu le cas aujourd'hui. Voilà, maintenant je vais vous laisser la parole, professeur. Donc je vous laisse vous présenter. Merci madame, donc, je me présente. C'est le Dr Gazo Taher, enseignant-chercheur à l'université, département de génie des procédés. Département donc, a plusieurs spécialités. Nous avons donc génie chimique, génie électrochimique, génie pharmaceutique et génie des polymères. Génie des polymères peut se targuer donc vers le seul département en Algérie qui prodigue donc un enseignement en plasturgie. Pas uniquement en génie des polymères, synthèse chimique, etc., mais même en plasturgie, en transformation. D'ailleurs, actuellement, nous assurons pour plusieurs entreprises de la région des formations à la carte sur plusieurs process, notamment l'injection, l'extrusion, plusieurs process donc, de transformation. Donc, en plus, je tiens à vous annoncer qu'à partir de septembre, nous avons créé un nouvel institut à l'Université de Sétif. L'institut, c'est l'ISTM, l'Institut sur la science technique des matériaux. Ça va commencer en septembre avec un département génie des polymères et d'autres départements vont suivre, notamment le département peinture, colle et vernis, un autre département matériaux inorganiques, notamment verre, céramique et alliage, et même un quatrième département basé sur les biomatériaux, c'est-à-dire l'utilisation de tous les matériaux dans le vivant. Ce que je peux vous dire donc, concernant ce que peut prodiguer donc, notre département et notre université vis-à-vis des industriels, c'est non seulement une assistance en termes de formation, mais même une assistance technique, notamment le choix des matières premières, le choix des process, l'assistance technique pour le choix des équipements, la conception des unités de production. Donc, c'est tout ce que on peut faire. Nous avons une solide équipe donc, qui est composée de plusieurs professeurs, de plusieurs docteurs, qui ont un background donc, industriel, qui peuvent assister indoor et outdoor donc, les industriels dans leur mission de produire et de former leur personnel. Nous assurons même des formations à la carte, que ce soit sur le site de l'unité ou bien à l'intérieur de l'université. Et à partir de septembre, nous allons même prodiguer donc, des formations, licences et masters à la carte. C'est-à-dire qu'on va dire qu'un industriel va lancer une unité d'injection, on va lui faire une formation pour un personnel spécialement pour l'injection qui va directement être disponible chez lui donc, pour prendre en main l'outil de production dès qu'il soit possible. Je vous remercie. Bien, puisqu'on n'est pas très nombreux, si vous avez des questions à poser, ici dans la salle. Non? Pas de questions? Moi j'en avais une. En fait, quand on avait fait la réunion au Saint-Pierre sur le sujet, il s'avérait que certains opérateurs aujourd'hui ont des besoins très spécifiques et qu'ils sont obligés d'importer la matière première parce qu'aujourd'hui on n'a pas la capacité de la leur produire. Alors on se posait la question pourquoi, et en fait ça semblait être Yassine, tu m'aideras là-dessus, hein, puisque tu étais présent, ça semblait être en fait une propriété chimique qui était difficile en fait à obtenir pour faire un matériau spécifique. En l'occurrence, là, c'était pour les câbles, donc les câbles des télécoms. Donc j'aimerais savoir comment aujourd'hui l'université peut les accompagner, peut faire en sorte à ce que ces intrants puissent être produits localement. Je complète si j'ai... C'est-à-dire qu'en termes de production de matières premières, il faut faire la part des choses. Nous avons la matière première bretonnage, comme disait le monsieur de chez BASF, donc nous avons polyéthylène, polypropylène, polystyrène, PVC, etc. Et nous avons tout ce qui est matière technique. D'accord. Tout ce qui est matière, même de base, polyéthylène, nous avons uniquement une seule structure, c'est le NIPS qui produit donc, du polyéthylène, basse densité et du PVC, de grade d'émulsion et suspension. Et là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a eu un partenariat entre le NIP et une société, Repsol,
espagnol, ils ont réalisé une unité qui s'appelle polymètre, fabriquée du PEHD, qui était très demandé en ce temps-là. Bizarrement, ça s'est arrêté. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas pourquoi. L'unité est à l'arrêt. Et personnellement, en ce temps-là, j'ai rencontré le PDG même de l'UNIP, ici au Ripa. Et on a discuté, je lui ai dit pourquoi ne pas investir dans une unité de polypropylène par exemple. Le process est très simple. Le process, c'est même l'investissement, ça ne demande pas beaucoup d'investissement en termes d'argent. Il m'a dit que c'est des questions stratégiques, donc ça dépassait, c'était plus au niveau du gouvernement. Mais c'est malheureux qu'actuellement, on vende la matière première pour les bouchées de pain et on importe des matières de base. Donc, comme vous me dites, donc, une matière pour enrober le câble électrique, c'est du PE, c'est du polyéthylène réticulé, bien du polypropylène réticulé. C'est le même process, fabrication de polyéthylène, avec des équipements en plus pour ajouter un agent de réticulation qui va subir une réticulation, une cuisson, après enrobage du câble électrique. C'est très simple à fabriquer, mais il faut d'abord qu'il y ait une volonté. D'abord politique et puis financière de la part. Ce n'est pas des investissements que les privés peuvent faire tout seuls. C'est des gros investissements, c'est de l'ordre de milliards de dollars. Donc ça demande beaucoup d'argent. Mais c'est malheureux que nous, on vend par exemple le polyéthylène, on vend l'éthylène pour l'étranger, on vend l'éthylène pour les étrangers et on achète le polyéthylène. Il faut un processus très simple. Un processus très simple. Oui, c'est malheureux. L'équipement dont dispose de l'UNIP, c'est un équipement qui date des années 70. Il y a beaucoup de process qui ont été développés au fur et à mesure, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Mais justement, si je suis en train de chercher la liste des complexes qui devaient être réalisés par la Sonatrach, alors j'ai compris. Donc, il n'y a pas une volonté politique d'aller dans ce sens, mais je me pose la question pourquoi? Parce qu'en fait, la demande, elle est là, aujourd'hui. Puisqu'on nous demande de produire localement. On nous demande, en fait, de faire en sorte qu'on investisse localement, qu'on produise localement, puisqu'aujourd'hui, ce besoin, il est clair, il est évident, il est posé, c'est une demande claire de la part des opérateurs, pourquoi ne pas y aller? D'autant plus que, si je comprends bien, un opérateur privé ne peut pas aller là-dedans. Donc c'est forcément des entités publiques. Voilà, ce sont des investissements lourds. Pourquoi ne pas aller dans cette direction, puisque on est censé faire de la production locale? À votre avis, hein, je sais. À mon avis, j'ai discuté avec quelques industriels, ils disent que si l'État nous autorise, on peut investir. Ils vont faire des groupements industriels qui vont investir. D'autant plus que déjà, si on voit uniquement les gens présents ici à la fois. On peut voir que 70%, c'est des compounders, c'est des préparateurs de master batch de matières premières. Il y a très peu de transformateurs, donc il y a un marché réel de matières plastiques préparées. Il faut juste voir avec la douane, les statistiques, on va voir que c'est des milliards de dollars d'importation de matières premières chaque année. Donc, alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on est un pays gazier. Oui. C'est-à-dire que logiquement, au contraire, on devrait avoir cette filière comme étant une filière prioritaire. Oui. Oui. Mais ce n'est pas le cas. C'est une filière à très forte valeur ajoutée. Comme je vous disais, ils vendent de l'éthylène, un boucher de pain, et on importe du polyéthylène pour, actuellement, je pense que le marché, il fait dans les 200 dinars le kilogramme. Donc déjà, c'est d'autant plus que, par exemple, dans notre département, nous avons des spécialistes en génie chimique et en génie des polymères donc, quand on discute concernant le procédé de polymérisation, c'est des procédés très optimisés maintenant, donc avec un taux de rendement très élevé. Je préfère transformer ma matière première et l'utiliser et pourquoi pas exporter, que de vendre la matière première et de l'importer en matière première, ce qui n'est pas censé. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier le Dr Zahir pour cette présentation. Moi, je voulais rebondir sur la création de cet institut dédié aux polymères. Donc, est-ce qu'il y a une politique, en quelque sorte,
et aux relations socio-économiques. Comment vous allez entre guillemets, vulgariser cette démarche auprès du secteur économique? Justement, ce qu'on va faire d'ici peu, je pense moins d'un mois, on a fait déjà une carte de tous les transformateurs et opérateurs dans la plasturgie de la région. Vous disait madame, uniquement de toute la région. On va les inviter à faire une journée. Ils vont exprimer leurs besoins et nous, on va préparer des formations spécifiques pour, par exemple, si par exemple il y a une vingtaine d'opérateurs qui sont intéressés par l'injection. On va évaluer leurs besoins et on va préparer des étudiants en injection, basés 80% sur l'injection, pour qu'ils puissent être prêts pour prendre en main justement l'outil de production. Donc, si j'ai bien compris, donc vous allez former par rapport au process. Oui. Et quelle est la démarche par rapport au développement? Par rapport au développement, ça va se faire à la carte. Parce que, quand je dis process, c'est toujours l'injection, c'est le mot qui va changer. D'accord. Par contre, si on parle de développement, généralement c'est des produits spécifiques. C'est ce qu'on appelle développement à la carte. Donc, l'industriel va venir, il va dire, voilà, je veux développer ce produit. Nous, on lui proposer matière première, et on l'a déjà fait. Ce matin, j'ai rencontré M. Talha, c'est un fabricant de citernes. Il importait la matière première de Turquie et d'Égypte qui lui coûtait 400 dinars le kilogramme. On a fait une petite étude de reverse engineering. On lui a préparé une formulation à base donc, de matière recyclée qui lui coûtait pratiquement 160 dinars. C'est même pas la moitié, c'est 40% du prix. Et les propriétés étaient meilleures que la matière vierge. On l'a déjà fait pour Iris, pour les ventilos, pour les climatiseurs. On leur a développé une formulation à base de matière recyclée, de leur matière recyclée, pour fabriquer justement ces ventilos au lieu de les fabriquer en matière vierge qui coûtait trop cher. Et que ce qui concerne la polymérisation, est-ce que vous allez ouvrir des formations dans ce sens, au sens de la, je ne dirais pas de la transformation, c'est de la synthèse? Est-ce que dans votre plan de charge, donc est-ce que la formation elle-même elle est dédiée pour ce qu'on appelle la synthèse? Nous faisons, vous-même vous avez fait donc un cursus chez nous, donc nous faisons FLP et TM. Fabrication en matière plastique et transformation en matière plastique. Ça va être la même chose. Nous allons parler de synthèse, différents procédés, avec bien sûr l'actualisation par rapport à ce qui se fait actuellement, mais en termes d'investissement, on va dire, majeur, il faudrait qu'il y ait, comme je disais à madame, il faudrait qu'il y ait donc une volonté politique. Si par exemple demain le gouvernement va annoncer la création d'un pôle pétrochimique ici ou à Oran, on va s'y adapter. Donc on va préparer donc une formation dédiée spécialement pour la polymérisation, pour le génie chimique polymérique. Alors, je vais justement rebondir sur ce que vous dites. Je suis en train de reprendre les notes du directeur général, je crois, du ministère de la Stratégie du ministère de l'Énergie, qui était parmi nous en 2018, lorsque nous avions fait une rencontre chez vous, avec l'associatif sur la plasturgie. On était de nombreux opérateurs présents pour parler du sujet. On avait d'ailleurs signé une convention avec l'UFAS, et j'avais noté des projets. Donc peut-être que vous allez peut-être me dire où sont ces projets de la Sonatrach. Peut-être que vous êtes au courant. Alors, projet de alors parce qu'en fait, c'était noté, ce sont des projets à réaliser d'ici 2022. Bon, il s'est passé énormément de choses entre 2018 et 2022. On a eu 2019, on a eu le Covid, mais bon, on rencontre, si vous avez la possibilité, de faire une mise à jour dans la mesure du possible. Alors, projet de réhabilitation et de l'augmentation de la capacité d'éthylène de l'unité CP1 de Skikba. Actuellement, à ma connaissance, il y a le professeur Benderba qui vient de signer il y a un mois et demi, je pense, avec la Sonatrach, donc pour un procédé innovant. Donc même Sonatrach, ça a été donc, repris donc, sur les journaux, sur le Watan, je pense. Donc c'est un nouveau procédé de modélisation du process. Ça rentre dans le même cadre, mais comme vous venez de le dire, les 2 années donc, de Covid, c'est un blanc, on a sauté, donc on commence juste à reprendre donc justement ces projets. Mais pas forcément lié à le contexte de
projet en lui-même, je vais vous les citer. Alors, il avait dit, donc, l'unité MTPE, complexe Askikda, en cours de réalisation. Pardon? Non, je vous en prie. Arze, pardon. Donc, il y avait d'autres projets en partenariat national track avec des firmes étrangères, ça on sait de quoi il s'agit. Complexe PPH en partenariat et complexe méthanol et dérivés à Arze. Donc ces projets-là, aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont en fait? Depuis 2018, on n'a pas bougé. Aucune idée, à ma connaissance. On va peut-être lui donner le micro. Venez là, monsieur. Venez là, c'est peut-être plus simple. Je vais mettre une arbre aussi. J'ai une idée générale. Oui, j'ai une idée générale sur les projets de la traque. Nous avons proposé un TDE. Après mes dernières informations, c'est en cours de PC, d'ingénierie, procurement and construction. Donc, il est bien avancé. Normalement, peut-être la réalisation, ça va se faire en fin d'année, au début de la construction. Et peut-être ça va prendre une année, jusqu'à 4 mois pour commencer la production bientôt. Quelle capacité? Oui. Pas d'informations sur moi, Est-ce que c'est suffisant pour satisfaire? un petit peu utilisé dans le mélange des essences, c'est ça. Parce que l'Algérie a déjà banni l'importation et l'utilisation du blanc. Donc il va être remplacé avec du MTBE. Donc cette base, ils ont fait le design, l'unité selon les besoins des raffineries de Sonatrach, qui ont produit l'essence en n'importe quel MTBE. Et dès que ça va finaliser, ça va entrer en service, on va arrêter l'importation. C'est bien. C'est l'occasion de... Parce que le MTBE, la quantité, elle est demandée que le PTE. Généralement, la concentration de PTE est de 0,3 grammes par litre. Par contre, le MTBE, la quantité est plus importante. Ça va être la plus importante. On dit qu'il y a des projets de la SCC, on va être réalisé. Je pense que ça va. Ça, c'est officiel. Pour le MTBE, ils sont là dans 4 mois. Au maximum, ça va. L'abréviation MTBE, si vous avez l'MTBE. C'est le méthylène éther. Méthylène éther. M, c'est le méthyle. T, c'est le triméthylène éther. ETH éther. Il remplace le PIB. Oui, c'est pour les pétrochimiques. C'est pour cela qu'on a réalisé à la CDM. C'est le complexe pétrochimique qui produit le métal. C'est à l'intérieur de l'usine. L'usine, c'est dans l'installation de CDM. Merci beaucoup. En tout cas, moi je... Ah, vas-y. S'il vous plaît, en tant que pépinière, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que le gouvernement qu'est-ce qu'on doit faire en tant que pépinière pour pousser, pour remédier, pour trouver des solutions, pour pousser des nouvelles la volonté politique, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on solutions? Je vais parler déjà de ce jusqu'à qu'on a fait. On parle des échéanciers avec 2022, avec 2022, ouais, non. 2022, ouais. Jusqu'à quand?
Là, en fait, je vais pas y avoir. Alors que si le but il y a le recyclage, etc., on est loin. Je fais le recyclage. Il y a la collecte. Est-ce qu'on n'a pas de le processus? Oui, on a la compétence, mais le pouvoir chinois des contraintes. Je peux répondre ou pas? Non, en fait, on va faire deux choses. Ce qui a été fait et ce qu'on doit faire. Ce qui a été fait déjà, c'est que la mémoire est courte. Il faut se rappeler qu'en 2018, on ne parlait même pas de complexe pétrochimique. Le gouvernement ne citait pas ce sujet, le ministre ne le citait pas non plus. Tout le travail qu'on avait fait, puisque la question que vous nous posez elle est sur l'UPIAM, c'est que nous avons mis plusieurs rencontres avec le secrétaire général du ministère de l'Industrie, les moyens compétents, avec les plaidoiries envoyées au ministre, qui a fait qu'à un moment donné, la question du complexe pétrochimique devenait évidente. Parce qu'en fait, il y a une première étape, c'est de parler fort suffisamment pour que le gouvernement prenne conscience de la nécessité de traiter le sujet. Donc ça a été fait par l'UPIAM. Et on avait eu, je crois, 3 rencontres en tout, 2 à Sétif et une à Alger, plus le document envoyé au ministre. Donc à l'époque, c'était Yousfi, qui avait déjà abordé le sujet sur le complexe pétrochimique. Ensuite, après lui, je ne parle pas parce que c'était très compliqué, comme vous le savez, en 2019, on n'a pas eu des... Voilà. Donc ça a été fait, ça a été pris en compte. En 2018, il y a 4 ans, le fait de dire attention, si vous voulez, alors à l'époque c'était le secteur automobile, on avait dit clairement, si vous voulez aller dans le secteur automobile, il faut avoir des avantages compétitifs. Donc comme nous sommes un pays à vocation gazière, il faut travailler sur la partie intrant, donc la produire localement, pour qu'on soit compétitif par rapport à nos pays avoisinants, comme le Maroc et tout ça. Donc pour les pièces plastiques, pour l'automobile à l'époque. Donc le fait qu'aujourd'hui on parle de complexe pétrochimique, c'est déjà un bon point. Mais je suis d'accord avec vous, on ne devrait même pas en parler. La réalité, c'est que depuis le temps que le sujet est connu, donc ils l'ont pris en compte. La deuxième action qui était quand même importante, c'est qu'on avait fait une action avec le groupe ACS, donc le groupe chimie, groupe public du ministère de l'Industrie. On avait fait une rencontre commune avec le PDG d'ACS et avec le ministère de l'Énergie. Donc j'avais impliqué le ministère de l'Énergie. Et à ce moment-là, en fait, on a défini la nécessité qu'il y ait des relations entre les deux ministères. Et donc à l'époque, c'était l'ancien PDG, il a été désigné justement en continuité de cette rencontre pour gérer la relation avec le ministère de l'Énergie sur ces sujets-là, c'est-à-dire on parle de filière pétrochimique de façon à ce que l'industrie en général puisse bénéficier des apports de projets pétrochimiques tels que lancés par la Sonatrach. Donc il y a eu déjà cette deuxième action. Alors après, vous allez me dire pourquoi la suite. Bon, la suite, il y a eu 2019, 2020, 2021, mais il n'y a pas que ça. Le souci qu'on a, c'est que c'est pas lié à l'UPIAM, c'est lié à la façon dont aujourd'hui on fonctionne dans le pays. C'est-à-dire qu'une fois que nous on a poussé les idées, qu'ils sont compris que c'est nécessaire, qu'ils sont conscients qu'il faut le prendre en charge, qu'ils le prennent en charge, il faut passer à l'application. Il s'agit de passer à l'application, on n'est plus dedans. C'est-à-dire que ce sont les ministères qui gèrent entre eux, les fonctionnaires qui gèrent entre eux. Et donc après, on n'a plus la main. Et après, nous, en tant qu'association, on a fait notre travail d'expliquer, de mettre en lumière tous les éléments, tous les facteurs, tous les indicateurs, en impliquant l'université, en impliquant le ministère de l'Énergie, en donnant la parole à des professeurs, et ça pour qu'ils les expliquent, pour que quand ça arrive effectivement au ministre compétent, considère qu'effectivement, il est nécessaire d'aller dans ce domaine. Après, maintenant, quand ils le savent, après, les investissements lourds dans le domaine public ne sont pas de la décision d'une association, ils sont de la décision d'un gouvernement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Donc, nous, effectivement, là, on a fait un premier travail, on reprend les activités après cette période Covid un peu compliquée. On va continuer. L'idée de venir dans les salons, c'était. La troisième fois, c'est une première étape, et donc on va continuer, c'est pas le choix, de toute façon. On avance à petits pas. On devrait avancer plus vite, mais ça ne tient pas tellement.
la conférence. Je vous en prie. Alors en fait, je n'ai pas fait votre présentation, malheureusement. Je n'ai pas fait la présentation. Mais je voulais savoir ce que l'Union pouvait faire pour des start-up qui se lancent dans le recyclage et la récupération plutôt des déchets, par exemple plastique, le recyclage et éventuellement leur vente sur le marché national ou international. Est-ce que l'Union a fait des choses, prévoit de faire des choses, ou fait déjà des choses et fait sans faire? Voilà. Alors, je vais vous répondre, rejoignez-nous. Déjà, effectivement. Encouragez-les à vous rejoindre. Voilà, rejoignez-nous. Non, en fait, nous, ce qu'on peut faire, effectivement, on est très industrie lourde. Ça, c'est clair. Je pense que ceux qui connaissent l'Union, c'était plutôt orienté automobile mécanique. Donc, comme je le disais hier à l'inauguration, on doit quand même s'adapter, on a géré, on a ouvert à d'autres secteurs, parce qu'en réalité, les autres secteurs déjà travaillaient pour les plasturgistes, ceux qui sont dans la mécanique, ne travaillaient pas pour l'automobile, ils travaillaient aussi pour d'autres secteurs. Sauf qu'on ne peut pas aujourd'hui leur dire on attend, on est dans le secteur automobile, on peut pas attendre. Donc, il fallait quand même continuer. Maintenant, pour les startups, moi je vais, c'est un sujet qui effectivement nous intéresse, qui fait partie des statuts de l'Union désormais, puisqu'on appelle ça l'industrie des services. On s'adapte aussi puisque le gouvernement a mis en place un dispositif assez conséquent pour les startups. Et pour ma part, je suis effectivement en lien avec plusieurs entités. Donc on va les développer, on va le faire progressivement. Mais clairement, ce sont des institutions avec lesquelles je suis déjà en contact. En fait, Mais il faut trouver des projets, il faut des débouchés. Les dispositifs existent. Moi, de ce que j'en ai vu, les dispositifs existent. Il y a des agences qui sont dédiées à cela. Il y a énormément d'événements sur tout ce qui est start-up. En général, pas que recyclage. Après, effectivement, pour pouvoir accéder au financement, c'est pas tant la formule start-up qui m'intéresse, c'est plutôt après, c'est un moyen qu'on met dans le dernier projet, c'est surtout le domaine du recyclage. C'est vraiment ça qui a des débouchés qui seront intéressants. En parlant de recyclage, il faut faire la part des choses. Si on parle de recyclage de la manière anarchique dont on se passe actuellement, donc on peut plus parler de start-up. Start-up, c'est l'innovation. D'accord. En deuxième temps, vous avez dit donc le recyclage et l'exportation. Économiquement parlant, moi personnellement, je suis contre l'exportation des déchets. Ce qu'on fait, soit pour les déchets plastiques ou autres. Ça serait mieux de les revaloriser sur place. Parce que les gens qui achètent des déchets et les emmènent en Chine, ça fait qu'il y a de l'argent. Je préfère faire de l'argent ici. C'est ce qu'on veut. Alors, il y a le plastique qui est exporté en Italie, il y a du carton qui est exporté en Inde, il y a du plastique qui est exporté en Turquie. On aimerait bien que tous ces déchets restent en Algérie et soient produits et permettent à l'Algérien de produire un produit agro-algérien. Donc, moi, c'est ça l'objet de ma question. Je sais aujourd'hui qu'il y a pas mal de déchets qui partent à l'exportation, mais je veux, à travers l'Union, savoir s'il y a des débouchés à des gens, des petites entreprises qui produisent, qui recyclent du plastique. Mais est-ce qu'il y a des débouchés au niveau de l'industrie algérienne pour ces gens-là? Évidemment. Ah oui, non, la question n'est pas comprise, c'est par rapport. Parce que je ne vais pas tarder, parce que je crois que la conférence d'après elle commence. Je n'avais pas compris votre question. Évidemment, les débouchés existent. Auquel cas, d'ailleurs, le gouvernement n'aurait pas mis en place toute une stratégie dans ce secteur. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'autant sur le recyclage, on se positionne de façon aujourd'hui très récente, autant sur les startups, on peut avancer puisqu'on a déjà des contacts qui sont très avancés là-dessus. Donc ça fait partie du projet, en tout cas, de l'Union. Voilà. Je vais devoir clore la conférence parce que le prochain, donc Halim Rakojak, je te laisse venir intervenir. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence.